Bonjour Pierrick Collinet. Bonjour, les comics. Après un premier titre sorti chez IDW, tu développes aujourd'hui des trucs pour DC Comics. N'as-tu pas peur que le succès arrive trop vite? Je me suis posé la question, mais en même temps, ça reste que des one-shots. Donc ça me permet de prendre un maximum de temps pour développer les histoires, de ne pas avoir de deadline super strict, et surtout d'être un peu en dehors de la continuité. Donc à partir de là, ça me permet d'avoir beaucoup d'échanges avec l'éditeur, et de pas, par exemple, avoir de mauvaises surprises sur des conséquences que d'autres scénaristes auraient dans les séries autour. C'est des choses qu'on apprend à gérer avec le temps. Et je sais pas si on peut appeler ça du succès. En fait, je débute. C'est mon premier boulot de licence. Ça me paraît être dans l'ordre des choses. C'est un peu le chemin de la plupart des scénaristes. En fait, une série indé, quelques one-shots pour se faire la main, puis peut-être un ongoing si ça fonctionne. On parlait de développer une série. Quelle forme ça, une histoire, pas un scénario, pas le contenu, mais quelle forme physique, à quoi ça ressemble en fait ce que tu transmets pour donner ton histoire? Alors, au tout début, ça dépend. En fait, il y a ce que tu envoies à l'éditeur pour savoir si ça l'intéresse de l'acheter ou pas. Donc ça, c'est vraiment le pitch de base, ce qui varie un peu d'un éditeur à l'autre. Mais en général, tu as ton elevator pitch, c'est-à-dire le pitch que tu peux raconter en une phrase dans l'ascenseur pour convaincre la personne de te l'acheter. Ensuite, tu as le plot qui raconte à peu près de quoi va parler ton histoire, les thèmes que tu vas aborder. Et il y a l'histoire en entier, c'est-à-dire si tu fais une mini-série, tu racontes du début à la fin, en un seul paragraphe, tout ce qui va se passer. Avec ça, tu joins 5 pages, lettrées, parce que tu dois trouver ton dessinateur avant. Et à partir de là, c'est comme ça si tu sais si tu vas placer ton histoire ou pas. Avant ça, il faut d'abord trouver ton dessinateur. Et là, en général, ça dépend avec qui je travaille. Avec Elsa, souvent, je lui transmets vraiment l'elevator pitch, genre une phrase, quelques persos. Elle fait les premiers dessins, elle me renvoie, ça me donne des idées. Je lui renvoie un peu plus d'histoire, on en discute. On va dire, on crée l'histoire ensemble vraiment de la genèse au pitch envoyé à l'éditeur. Après, quand je vais travailler avec d'autres dessinateurs qui sont déjà publiés, il faut les convaincre. Donc là, j'arrive quasiment avec le pitch terminé, même si j'accepte toujours les retours, les idées, les designs qui pourraient me faire partir dans d'autres directions. Et ça dépend vraiment avec qui je travaille. Du coup, la liste de dessinateurs avec qui tu peux travailler, c'est quelque chose qui est complètement ouvert. Tu peux partir dans n'importe quel délire, ou alors on te propose une shortlist. Tu as dit non et tu dois choisir quelqu'un parmi cette liste-là. Ça dépend avec qui tu travailles aussi. Chez Boom Studio et chez Vertigo, par exemple, ils aiment bien que tu apportes l'histoire et qu'ils t'aident à trouver le dessinateur. Mais quand vas chez Image ou chez IDW et que tu fais un vrai contrat de creator owned, c'est-à-dire que tout t'appartient, 100% de l'histoire t'appartient, tu viens avec ton dessinateur déjà. Tu dois vraiment... ce que tu apportes pendant le pitch, c'est exactement ce qui va être publié. C'est-à-dire même si tu choisis ton coloriste, ton lettreur, tu arrives vraiment avec le package en fait. C'est ce qui fait que 100% des droits t'appartiennent, parce qu'eux, ils n'ont pas une intervention au niveau de la création. Et alors comment on écrit une scène? Typiquement, un mec roule en voiture dans le désert. Est-ce que tu donnes juste ça à ton dessinateur et il se débrouille pour le mettre en scène et on va croiser un cactus, tu devras trouver un cactus? Ou est-ce que les trucs sont hyper détaillés et du coup tu sais ce que tu veux voir au moment où tu l'écris? Ça varie si par exemple le cactus a une importance ou une symbolique, là il faut l'écrire. Moi j'aime bien détailler case par case les moments clés d'une page parce que moi je viens à la base du cinéma, donc j'écrivais en minutes et pas en cases. Et quand je suis passé en BD, tout le monde me disait que ce que je faisais c'était des storyboards et c'était pas de la BD. Donc j'ai dû apprendre à trouver les vrais moments clés de l'histoire. Donc c'est en ça que vraiment détailler la page c'est important parce que tu peux avoir une très bonne histoire. Si tu choisis les mauvais moments clés à montrer, ça peut être très très dur à dessiner, ça peut être un calvaire pour le dessinateur. Donc ce que je fais en général, c'est que je fais un petit croquis de ma page, j'écris ma page, et je donne pas le croquis au dessinateur. Mais au moins je sais que ce que j'ai donné comme information, c'est suffisant pour suivre l'histoire. Mais même quand j'écris des choses très détaillées, j'ai toujours au dessinateur, si tu as une meilleure idée, fais-le, parce que je sais que c'est lui qui aura raison dans tous les cas. Et les rares fois où je donne des pages très peu détaillées, c'est quand j'ai besoin d'un layout vraiment inventif, qui transmet une émotion. Quand je sais que j'arrive pas forcément à exprimer ce que je veux retranscrire,
j'explique la page en gros, je donne les dialogues et je dis par exemple à Elsa, je veux que le lecteur ait cette sensation quand il la lit. Et c'est elle qui fait entièrement le découpage de la page. Tu parlais du cinéma qui est une écriture à la minute. Un scénario de cinéma, c'est très codé. En fait, la façon dont c'est écrit doit correspondre à certaines règles avec des formes de caractères pour les dialogues, pour les descriptions. Est-ce que du coup, dans la façon d'écrire un comics, c'est plus libre ou la forme est aussi hyper structurée? C'est beaucoup, beaucoup plus libre. C'est vraiment, tu écris quasiment comme tu veux. Y a des gens qui écrivent en tableau. C'est ce que j'ai fait pour Infinite Loop. Au début, donc, je mettais mon numéro de page, mes cases, mes dialogues dans des cases différentes de tableaux. Ça permet d'avoir quelque chose de très très lisible. Parce qu'au début, quand j'ai commencé à écrire du comics, j'avais beaucoup de mal à tout faire entrer dans un format de 22 pages. Et quand tu as ton bloc de texte dans un fichier doc, c'est très dur de savoir où s'arrête chaque page. Alors qu'en tableau, c'est vraiment tout découpé et tu sais exactement ce que tu places. Donc il y a cette forme-là d'écriture. Après, il y a des formes plus traditionnelles, donc qui ressemblent à vraiment de la mise en page du scénario de film, donc avec les retours à la ligne, les tabulations, tout ça. Mais après, il y a Jimmy Palmiotti, par exemple, il s'en fout, il écrit son truc normalement, sans retour à la ligne, sans mise en forme particulière, ça reste très lisible. En fait, en général, quand le scénario est bien écrit et que le scénariste sait mettre en image son scénario en forme de BD et qu'il l'imagine pas comme un film ou comme un dessin animé, tu peux l'écrire n'importe comment, en général, c'est très lisible. Mais c'est vrai qu'au début, comme j'écris en anglais et que j'ai quand même besoin d'être lu, des fois j'envoie mes scénarios à des correcteurs de cinéma et ils me demandent des détails de mise en forme, des choses que je ne comprends jamais rien, parce que c'est vrai qu'au cinéma, le placement de la virgule ou le placement d'un truc ou de tel point, c'est complètement différent en fait. Et l'avantage de la BD, c'est que tu écris comme tu le sens et t'as pas vraiment de limitation. Même par exemple, Alan Moore, il va t'écrire 10 pages pour une case autant parce qu'il a besoin de décrire chaque objet ou chaque tranche de livre qu'il y a dans la bibliothèque de derrière. Il n'y a pas vraiment de règles. Et est-ce que ça demande beaucoup de recherche d'écrire un scénario de comics ou puisque c'est de la BD et des super-héros finalement, on s'en fout? Moi j'essaie toujours de créer des mondes où si je me plante c'est pas grave. Parce que je sais que quand on part dans des choses très très précises, et qu'il y a toujours des experts, surtout chez les geeks, parce qu'il faut dire, surtout aux États-Unis, la plupart des lecteurs un peu avancés, ils ont tous un doctorat ou une connerie comme ça, et dès que tu fais une merde, ils te la soulignent bien. Donc dans Infinite Loop, j'ai fait quelques trucs, il y a des lignes de code. Donc là, j'ai demandé à mon frère qui est programmeur de me les faire, parce que je savais que si je faisais une merde, j'allais me faire aligner. Là, en ce moment, j'écris un scénario, donc c'est avec du super-héros, et le pouvoir du super-héros en question est soumis à des règles. Et c'est vrai qu'il faut calculer tout, faut pas se planter, même si c'est moins grave. Après, je sais que par exemple, Kelly Sue, d'Econic, pour Pretty Deadly, elle fait énormément de recherches. Et 99% des choses qu'elle a comme notes n'apparaissent jamais dans la BD, mais elle fait des tonnes de recherches pour quasiment tout ce qu'elle écrit. En fait, c'est quand tu commences à être précis sur l'univers que tu commences à énoncer des règles, et il faut que tu respectes tes règles jusqu'au bout. Et la plupart des scénaristes qui font ce genre de choses en science-fiction, il y a un moment où ils se plantent dans leurs propres règles parce qu'ils ont oublié tout ce qu'ils ont énoncé avant. Et moi, j'essaie d'être très peu précis. Et quand tu rentres dans l'histoire, tu as des règles, elles sont là, elles sont établies, et on ne se pose pas les questions de comment ça marche en fait. Donc c'est ma manière de travailler en ce moment. Est-ce que quand tu commences à travailler avec un dessinateur, tu connais ses limites parce que tout le monde ne sait pas tout dessiner? Ou est-ce qu'il y a des moments où tu demandes une chèvre à quelqu'un qui ne sait pas la dessiner et du coup c'est moche? En général, ouais, tu essayes de vraiment proposer l'histoire au dessinateur dans ce qui fait le mieux. Et en même temps, tu as envie de lui proposer quelque chose qu'il ne fait pas souvent parce que sinon ça va le faire chier de dessiner toujours la même chose. Il y a certains dessinateurs qui sont typecastés, comme on dit, c'est-à-dire qu'on va leur proposer toujours le même type d'histoire. Une fois que tu as fait un truc pour ado, on va te proposer que des histoires pour ado. Et donc, ouais, tu essayes de faire avec ses forces, et quand ça marche pas, tu galères, quoi. Ça m'est arrivé. Il y a encore quelques jours, je demandais à une dessinatrice de me faire un petit dinosaure, et ça a pris plus de temps que le chara-design des 10 persos principaux, quoi. Mais ça fait partie des surprises. C'est ça qui est marrant. Ma dernière question, c'est justement sur le rythme. La particularité des histoires vues des États-Unis, dans les séries télé comme dans les comics, c'est le côté haletant, le côté page-turner. Il faut que tu
il y a des pubs en fait dans les comics, donc il faut qu'on ait envie de sauter la pub et de connaître la fin de l'histoire. Et puis il faut que ça finisse par un gros cliffhanger pour qu'on ait envie d'acheter l'épisode du mois d'après. Est-ce que c'est quelque chose que tu as tout le temps à l'esprit du coup quand tu inventes ton histoire, ou est-ce que finalement ça file? C'est quelque chose que j'ai tout le temps à l'esprit parce que c'est aussi pour ça que j'ai choisi les comics. C'est parce que c'est la manière d'écrire qui me stimule, qui me donne envie de continuer. Je pense que j'arriverais jamais à finir mes scénarios si je devais écrire des 90 pages en franco-belge. Ça serait impossible pour moi. J'ai besoin d'être autant stimulé et autant excité que le lecteur qui est en train de le lire au moment où il le fait. C'est pour ça qu'en général, je passe des semaines à travailler mes scénarios sans rien écrire et je vais tout écrire en une journée. Ça va sortir. Comme si j'étais en train de le vivre au moment où je l'écrivais. C'est vraiment... Et ce format en série, c'est vraiment ce qui me donne envie de travailler là-bas, quoi. C'est pour ça que souvent on me dit tu pourrais faire du format comics en France. Oui, tu peux faire la même taille de page, mais c'est pas du tout la même publication. Et t'as pas les mêmes réactions. Ton comic sort, c'est sur Twitter tout de suite, tout le monde en parle, tout le monde réagit, tout le monde t'envoie des messages. Tout le monde commence à se dire mais qu'est-ce qui va se passer dans l'épisode d'après. Il y a des spéculations. J'ai dû réécrire des passages d'Infinite Loop parce qu'il y a des gens qui avaient déjà trouvé ce qui allait se passer. Des choses comme ça, c'est un truc que tu peux pas avoir quand tu fais un album en France, quoi. Merci.